Mesdames, Messieurs, chers collègues, nous allons reprendre nos travaux avec un tout petit peu de retard. I apologize for the colleagues who are not accustomed to this kind of very French style. You know, we do not look at times, timetables or clocks. It's a bit updated. So I'm very, very sorry. Je voudrais profiter de cette présidence pour présenter toutes mes excuses aux collègues présents, aux co-organisateurs pour cette absence qui a été la mienne dans ces 2 journées, due à des problèmes d'ordre, nous dirons, politiques et administratifs. Le monde académique est devenu un monde un peu plus compliqué qu'il ne l'était au Moyen-Âge, même si, grâce aux travaux d'histoire sociale, pas nécessairement d'histoire de la philosophie ou de la logique, mais d'histoire sociale de l'éducation et des universités médiévales, qui a une grande tradition en France, nous savons combien ces universités médiévales étaient moins respectueuses et scrupuleuses de l'autorité qu'elles n'y paraissaient. C'est un grand plaisir pour moi, un grand honneur d'introduire la première des communications de cet après-midi. Le professeur John Marenbond de Trinity College Cambridge va nous parler aujourd'hui ou cet après-midi d'histoire sociale de la logique durant le Haut Moyen-Âge. Il me semble inutile de le présenter, étant donné l'importance de ces travaux qui ont largement contribué à notre connaissance du monde universitaire du Moyen-Âge, du monde de la logique. Et sans plus tarder, je vous cède la parole avec un très grand plaisir, en m'excusant encore. Oui, merci beaucoup, madame. L'histoire sociale de la logique, l'expression a l'air familier, mais elle est rarissime. Mais, tout après ma première phrase, il faut que je me corrige, parce que vous aurez écouté cette expression assez souvent pendant les séances de notre colloque. Eh bien, il faut que je dise que cette expression a été, jusqu'à maintenant, rarissime. Et rarissime également le genre de l'histoire de la philosophie qu'elle désigne. Je n'ai pu trouver qu'environ 10 livres ou articles qui se décrivent ainsi. Ils ont cependant tendance à proposer une conception plus sociologique et même mécanique de l'histoire sociale que celle que j'envisage. Pour moi-même, j'ai utilisé l'expression pour la première fois à la fin de l'introduction du chapitre que j'ai contribué il y a 15 ans au Handbook of the History of Logic, chapitre qui porte sur le même domaine que ma conférence de cet après-midi, la logique du Haut Moyen-Âge, la logique latine du Haut Moyen-Âge. J'ai dit, what is most needed to illuminate the broadly human importance of the subject, that's logic, in this period, and indeed in the 12th to 16th centuries, is a social history of medieval logic, a type of study that has never until now been envisaged, let alone attempted. The following pages could be seen as prolegomena to part of that enterprise. Le passage avant cet extrait explique pourquoi mon chapitre était à même de se qualifier comme prolégomène à l'histoire sociale de la logique. J'ai énoncé mon but d'arriver à une compréhension de pourquoi et comment la logique a obtenu un rôle primaire dans la formation et la pensée médiévale en disant this aim calls for an approach rather different from that of most chapters in this handbook.
consideration of the uses of logic and its connections with other subjects are as important here as the technicalities of logical doctrine. Une de mes collègues, classifiant les diverses approches à l'histoire de la logique, a glosé mes remarques ainsi. A social history of logic seeks to explain the aims and uses of medieval logic by looking more broadly at its social, cultural, and historical contexts. It explores intellectual and practical cross-connections between logic and politics, logic and education, logic and theology, and so on. J'ai été ravi de découvrir que Julie avait indépendamment suivi un chemin parallèle dans ses réflexions méthodologiques sur l'histoire de la logique, ainsi que dans ses recherches. Et c'est le bon moment pour remercier Julie et Alain et tous les organisateurs de ce colloque pour cette invitation. Quant à Julie et moi, nous nous sommes bénéficiés d'un échange dans le cadre de la collaboration Cambridge-PSL pour développer nos idées ensemble. Et il y a 2 mois, nous avons chacun donné une conférence à l'École pratique des hautes études où nous avons présenté d'une façon programmatique nos méthodes et nos objectifs. J'y ai essayé de donner une description de l'histoire sociale, la logique, un peu plus adéquate que les esquisses assez impressionnistes que je viens de lire. J'ai commencé par rappelant les caractéristiques de la méthode traditionnelle en histoire de la logique, avant de présenter quelques questions principales pour l'histoire sociale de la logique, ainsi que les méthodes qu'elle peut utiliser pour répondre à elle, et enfin quelques pistes de recherche pour l'historien social de la logique. Je propose de garder aujourd'hui le même dispositif en l'adaptant au cas spécifique de la logique latine du Haut Moyen Âge, d'une tradition donc qui s'étend du temps de Cicéron jusqu'à la fin du XIIe siècle, mais où je voudrais me focaliser aujourd'hui sur la période de Boès, au début du VIe siècle, jusqu'à la fin de l'XIe. La méthode traditionnelle de faire l'histoire de la logique se focalise sur quelques grands logiciens. Logiciens, on dit, de génie, qui sont censés avoir fait du progrès. Or, pour notre période, on a du mal à trouver de tels logiciens exceptionnels. Boès, on hésite. Incontestable son importance, mais même pour moi, qui soutient le caractère original et complexe de sa pensée philosophique, Boès semble en matière de logique plutôt un écrivain qui transmet qu'un auteur qui innove. Anselme, ah oui, un génie bien sûr, mais un logicien pour ainsi dire seulement par accident. De même, il n'est pas facile de trouver au Moyen-Âge les problèmes controversés, les débats ou les innovations auxquelles on s'habitue à accrocher le narratif de l'histoire de la logique. Christoph Erisman a prouvé avec conviction que la question des universaux s'enracine tout au début de la philosophie médiévale, mais précisément pas comme une querelle, pas comme débat. On peut dire la même chose en ce qui concerne les passages sur le pouvoir de Dieu de changer le passé chez Pierre Damiens ou sur les futurs contingents chez Anselme. On ne débattait pas en logique. Il ne reste pour l'historien traditionnel
qu'exposer les systèmes et techniques, principalement les catégories, par ailleurs, la syllogistique, quelques éléments de logique modale. En effet, pour la plupart des historiens de la logique, la solution a été plus simple, sauter de Boès à Abélard. Vous pouvez donc voir tout de suite un des avantages de l'histoire sociale de la logique. Elle se convient à n'importe quelle période, mais elle s'adapte particulièrement bien au Haut Moyen Âge, où elle rend à l'histoire une époque outrement négligée. J'esquisserai maintenant, d'une façon générale, premièrement, les questions que je juge comme principales pour aborder l'histoire sociale de la logique. Deuxièmement, les méthodes pour répondre à elles. Ensuite, j'essaierai de démontrer comment on peut utiliser ces méthodes pour discuter de ces questions en ce qui concerne la logique du Haut Moyen Âge. Alors, les questions. Où étudions la logique? Qui étudiait la logique? Quand étudiait-on la logique? Comment étudions la logique? Quels étaient les textes d'autorité? Et quel était leur rôle et le rôle des manuels contemporains? Et quel était le caractère de ces manuels? Pourquoi étudions la logique? Pour elle-même. En conséquence de ces liens avec la philosophie dans le sens étroit ou dans le sens large, ou pour ses liens avec des autres disciplines, ou pour son utilité pratique. Il y a aussi des questions très larges sur la logique comme pratique sociale. Quelles étaient les influences sociales sur la logique? Quelle était l'influence de la logique sur les sociétés? Et pour les méthodes que l'on peut utiliser pour l'histoire sociale de la logique, je les ai donné des acronymes que j'utiliserai pour indiquer quelle méthode j'utiliserai dans ce qui suit. Mais on a l'histoire des institutions. Il y a les recherches sur les manuscrits, c'est les bibliothèques et leurs catalogues. Ensuite, on peut faire des recherches sur l'usage de la logique, rechercher les sources, par exemple, théologiques, juridiques, philosophiques. Et aussi, on doit essayer d'utiliser des diverses branches de la discipline de l'histoire sociale, culturelle, économique, politique. Alors, je proposais maintenant quelques réponses aux questions que j'ai listées sous deux, en utilisant les méthodes que je viens de cataloguer. Et j'indiquerai ces méthodes par les acronymes. Pour commencer, où étudions la logique? Et ça, c'est une question, je considère primairement comme question du lieu institutionnel des études logiques, pas une question de la géographie.
Si on pose cette question au sujet de la logique latine au temps de Boès, la réponse n'est pas évidente. À Athènes et Alexandrie, la logique était la première partie de la formation d'un cadre minuscule des étudiants hellénophones destinés à devenir des philosophes platoniciens. Une étude donc très spécialisée. Boès lui-même a peut-être envisagé un public même plus restreint, lui-même et ses copains érudits. Mais dans ce cas, pourquoi tout l'effort de traduire en latin? Quoi qu'il en soit, c'était Cassiodore, successeur de Boès comme chef de cabinet de Théodoric, devenu moine, qui a fait beaucoup plus que l'auteur lui-même pour assurer à la longue durée un grand public pour toutes les traductions, commentaires et manuels boétiens de logique. Cassiodore a insisté, non seulement dans ses Institutiones, mais aussi dans son commentaire au psaume, que la logique, tout comme la grammaire et la rhétorique, soient intégrées dans le programme des études monastiques, plan qui se trouvait repris vers 800 par Alcuin, qui était maître à la cour de Charlemagne, mais qui enseignait dans un contexte où les monastères restaient les foyers principaux de l'enseignement supérieur. Il a lui-même fini ses jours comme abbé de Tours. Pendant les 2 siècles qui suivaient, la logique s'épanouissait dans les grands monastères, par exemple Fleury, Saint-Gall, Corbie, comme témoignent à la fois les manuscrits survivants et les anciens catalogues de bibliothèques. À la fin de notre période, les écoles des cathédrales ont connu un essor. Il faut demander aux historiens de l'économie et de la société l'explication, mais le phénomène a sans aucun doute eu un impact sur l'étude de la logique. Par exemple, à la fin du Xe siècle, tandis qu'Aban restait au monastère de Fleury et Ramsey, Gerbert donnait ses cours de logique à l'école de la cathédrale de Reims. Nous venons maintenant aux 2 questions auxquelles je répondrai ensemble. Qui étudiait la logique et quand étudiait-on la logique? C'est-à-dire à quelle période dans la vie, à quel moment dans sa formation? D'une façon, notre réponse peut être rapide parce que nous avons établi que la logique, après avoir été au temps de Boès l'étude d'une élite, est devenue une partie intégrale et fondatrice de la formation des écoles monastiques et ensuite à celle des cathédrales. C'est-à-dire, tout ce qui se bénéficiait d'un enseignement supérieur devait étudier la logique et il commençait cette étude assez tôt, probablement tout de suite après les leçons de grammaire où il apprenait le latin. Un des textes le plus répandus et très souvent glosé, le De Nuptiis Philologiae et Mercurii de Martianus Capella, nous montre la logique comme sujet d'étude parmi les 6 autres arts libéraux. En réalité, cependant, chacun de cet art n'avait pas la même importance dans le programme scolaire. On privilégiait les arts de langage, la grammaire, la logique, la rhétorique, et parmi eux, la grammaire et la logique, souvent étroitement liées, étaient primaires. J'ai qualifié cette réponse au début en disant
d'une façon. Parce qu'il faut se souvenir que la proportion des gens qui recevaient une formation monastique était très restreinte. L'historien social de la logique doit coopérer avec les historiens de la société alto-médiévale en investiguant s'il n'existait aucune forme de connaissance de la logique hors les écoles monastiques et les écoles des cathédrales. La prochaine question, comment étudier en la logique, se rapporte à l'aspect de l'histoire sociale de la logique du Haut Moyen-Âge que j'ai déjà examiné pendant les 2 décennies passées, plus que les autres. Je me limite donc ici à un bref sommaire. Quant à Boès, il semble de prime abord avoir suivi les méthodes des écoles platonico-aristotéliciennes qui lui fournissaient la plupart de la matière de ses commentaires et manuels. Dans les commentaires aux catégories et aux topiques de Cicéron, et dans les deuxièmes commentaires à Lysagogé et au Périherménéas, il adopte la forme favorisée par les commentateurs grecs, tels Porphyre et Harmonius, des lemmes suivis par discussions souvent prolongées. Il ne faut cependant oublier ni ces manuels, ni la prima édition du commentaire sur le Périherménéas, où Boès se limite à l'exégèse simple du sens du texte aristotélicien, ni son œuvre de traducteur. Peut-être on pourrait utiliser les indications fournies par ces innovations méthodologiques pour aborder la question que j'ai laissée sans réponse sur le public auquel Boès destinait ces textes de logique. Pendant les périodes de Cassiodore jusqu'à Alcuin, les œuvres de logique, dans la tradition latine, sont des sommaires, abrégés, florilèges. Sinon, comme des dialectiques d'Alcuin, une mélange des 3 genres. Respectueux de nos sensibilités contemporaines, j'ai mis le mot « œuvre » en guillemets. Mais je voudrais insister que l'on puisse déceler dans ces patchworks une véritable intention d'auteur, voire tout un projet didactique. Par contraste, pendant les 2 siècles qui suivent, de circa 850 jusqu'à 1150, le travail sur la logique se trouve principalement dans les séries de gloses marginales et interlinéaires dans les manuscrits des textes logiques qui faisaient autorité, surtout dans les manuscrits des catégories et d'Echem, paraphrase commentaire du texte d'Aristote que l'on attribuait à Augustin. Les séries de gloses, on les trouve également pour l'encyclopédie de Martianus Capella et pour les œuvres non logiques de Boès, ses opuscules théologiques et la constellation de philosophie. Ces séries de gloses ne sont ni notes de lecture, ni gloses éparses, mais elles ne sont ni pour autant les restes de commentaires continus que l'on pourrait reconstruire en les utilisant comme témoins. Même s'il existe des glossae collectae rassemblés des marges d'un manuscrit et présentés comme texte continu, les séries de gloses présentent une certaine stabilité qui ne saurait cependant être considérée comme celle d'un texte fixe, traçable à un auteur individuel. Pour l'histoire sociale de la logique, le travail très important qu'il reste à faire, c'est de déceler les procédures d'étude et d'enseignement qui sous-tendent ces témoins muets. On a l'impression qu'il s'agit d'une transmission textuelle, plutôt qu'orale, que
l'on a copié le texte avec les gloses ou on a emprunté un manuscrit glosé pour recopier ces gloses, peut-être avec omission, ajout, changement. Pour les recopier, ces gloses dans les marges d'une copie du texte, ou sans glose, ou déjà glosée. Si, par contraste, les commentaires continus du tournant du XIIe siècle ont souvent des rapports entre eux qui s'expliquent mieux par une transmission au moins en partie orale, on ne doit pas oublier que parmi eux, les commentaires les plus anciens étaient des simples adaptations des commentaires de Boès. Les manuels de logique étaient beaucoup moins nombreux du 9e à l'11e siècle qu'au 12e siècle. 12e siècle avec sa littérature d'introductiones, les dialectiques de Garlandus et Abélard, l'Ars disserendi d'Adam du Petit-Pont, etc. On note cependant les traités d'Aban de Fleury sur la syllogistique, adaptés de manière intelligente des manuels boétiens. Prochaine question. Pourquoi étudie-t-on la logique? C'est cette question vraiment d'historien, que l'historien social de la logique devrait avant tout se poser. Christopher Eastman a déjà parlé d'elle ce matin en ce qui concerne la logique byzantine, en discutant de ce qu'il appelle l'usage de la logique. Les spécialistes de la tradition latine altomédiévale ne sont pas encore en mesure de répondre à cette question, mais je peux suggérer quelques hypothèses. Tout indique que Boès s'est permis d'être captivé par la logique. Il a annoncé son grand projet, traduire toutes les œuvres d'Aristote ainsi que tous les dialogues de Platon en les fournissant des commentaires. Mais il s'est attardé sur la logique, rédigeant 2 commentaires sur l'Isagogé et 2 sur le Périherménéas, écrivant des manuels de logique et, vers la fin de sa carrière, faisant des recherches approfondies sur la logique des topiques pour écrire des topiques differentiés et le commentaire sur les topiques de Cicéron, un travail qui l'a distrait de son projet platonico-aristotélicien. L'importance accordée à la logique par Cassiodore est due sans doute en partie au prestige que Boès lui avait conféré, en partie aussi à la position déjà accordée à la logique parmi les arts libéraux, en jugé par l'encyclopédie de Martianus Capella. Et l'influence des problèmes théologiques, en ce qui concerne Boès, c'est plutôt qu'en amateur de la logique, il n'hésitait pas à appliquer les techniques de logique aux controverses doctrinales. Pour les logiciens d'Alcuin jusqu'à Anselme, la direction était bien sûr l'envers. Dans mon premier livre, From the Circle of Alcuin to the School of Auxerre, j'étais fier d'être arrivé à une analyse selon laquelle la philosophie soit née à la cour de Charlemagne par la conjonction de la théologie avec la logique. Cette formulation m'apparaît maintenant comme vraiment absurde, comme si la philosophie était une essence quelconque qui se manifeste dans l'éprouvette à l'issue d'une expérience chimique. On peut cependant la reformuler d'une façon plus judicieuse en disant qu'à cette époque, les exigences de la doctrine de l'Église et les controverses provoquées par elle étaient la force motrice au développement intellectuel qui nous paraissent aujourd'hui
les plus signifiants en logique et en philosophie. Par exemple, Alcuin lui-même rapporte son enthousiasme pour la doctrine des catégories à son indispensabilité pour la théologie trinitaire, ou considérant comment, sous l'égide de la Trinitate de Boès, on élaborait une théorie de la relation, loin de celle d'Aristote, ou comment Théodore d'Orléans a souhaité faire face aux iconophiles byzantins en leur opposant des arguments syllogistiques assez puérils. Et j'ai mentionné cette dernière question simplement pour rendre explicite combien il reste à faire. On n'a pas jusqu'à maintenant fait des recherches sur la logique comme pratique sociale pendant le Moyen-Âge, ni sur les influences sociales sur la logique, ni sur l'influence de la logique sur la société. Je voudrais donc, en conclusion, exposer quelques pistes de recherche pour l'historien social de la logique, afin de donner le bilan de celui que l'on a déjà fait dans l'histoire sociale de la logique alto-médiévale et de celui, beaucoup, qui reste à faire. Un premier chemin préparatoire, c'est de cataloguer les traditions textuelles. On dispose de 3 excellents instruments de travail, l'Aristotelis Latinus et les Codices Boethiani, pas encore achevés, et surtout les richesses que Yukio Akuma ouvert dans son Dropbox à tout chercheur dans le domaine. Niels Green Pedersen, moi-même, et maintenant Caterina Tarlazzi, ont produit des catalogues spécifiquement de gloses et commentaires logiques. Il n'est pas suffisant, cependant, de recenser seulement les manuscrits jugés intéressants du point de vue de l'histoire de la logique traditionnelle, c'est-à-dire ceux qui contiennent quelque chose de nouveau, un commentaire inédit ou des gloses. Pour l'histoire sociale de la logique, où on s'intéresse à qui étudier la logique, de quelle façon et quel lieu, il faut cataloguer tous les manuscrits de logique en adoptant une approche quasi statistique pour en déceler les grandes tendances. J'ai utilisé cette méthode dans un chapitre récent sur le XIIe siècle, mais pas jusqu'ici sur les manuscrits des siècles précédents. Deuxième piste. Donner une vue d'ensemble de la pratique de la logique pendant une époque, en relevant l'évolution des méthodes et des doctrines et les changements plus ou moins rapides. C'est ce que j'ai essayé de faire dans mon chapitre dans le Handbook, auquel j'ai déjà fait référence, où, suivant les recherches de Mino Paluello, j'ai distingué une tradition romaine de la logique qui a été remplacée à la fin du Xe siècle par une tradition boétienne. Troisième piste. Se focaliser sur un contexte particulier institutionnel pour rechercher les liens entre les objets et les règles de l'institution et l'évolution des études logiques à son sein pendant une période donnée. C'est ce que Julie a fait, par exemple, en ce qui concerne les écoles des franciscains et dominicains en Italie au XIIIe siècle. Mais, exception faite d'une étude de la logique à Saint-Gall,
part de Rick, il manque de telles études pour la logique du Haut Moyen Âge. Elles exigent dans le chercheur une combinaison de compétences en logique et en histoire institutionnelle et sociale que l'on ne trouve que rarement. Quatrième piste. Considérer la logique d'une période du point de vue de son utilité pour quelconque autre discipline pratique. Dans la terminologie de Christopher Hessman, c'est l'usage de la logique. Pour le Haut Moyen Âge, c'est avant tout examiner le rapport entre la logique et les conflits doctrinaux. Par exemple, les Libri Carolini, l'adoptionnisme, la doctrine de la l'Eucharistie et le controverse avec Bérenger de Tours et l'Enfant. Les attaques d'Anselme sur la doctrine des universaux qu'il attribue à Rosselin, la catégorie ad aliquid et les théologies trinitaires. On a déjà étudié dans une certaine mesure tous ces thèmes, mais sans être arrivé à une vue d'ensemble qui permettrait de s'interroger sur les enjeux d'un point de vue méthodologique. Cinquième piste. Faire des comparaisons entre les diverses traditions, soit d'origine commune, tradition latine, tradition arabe, soit d'origine indépendante, tradition occidentale, tradition indienne, en considérant l'influence des circonstances différentes. J'espère qu'ici, en collaboration avec Mathieu German, je puisse faire une contribution parce que nous sommes en train d'écrire un livre qui fait la comparaison de la logique et la pensée philosophique sur le langage dans la tradition latine et la tradition arabe jusqu'à environ 1100. Enfin, le sixième chemin. Partir d'un problème, d'un débat, d'une innovation logique pour examiner en quelle mesure les causes externes, étrangères à la logique elle-même, ont influencé l'issue. Ce chemin pose, de la façon la plus évidente, le problème central théorique de l'histoire sociale de la logique. En considérant pourquoi un penseur a argumenté d'une telle manière, pourquoi il est arrivé à cette conclusion-ci, plutôt qu'une autre conclusion différente ou même contraire, on peut distinguer les motivations cognitives et les motivations non cognitives. Les motivations cognitives se trouvent à l'intérieur d'un processus de raisonnement. On pose la conclusion parce que, par exemple, les prémices l'exigent, ou le témoignage l'indique, ou parce qu'elle est la solution la plus cohérente. Par contre, les motivations non cognitives se situent au dehors du raisonnement et, pour ainsi dire, au-delà de la raison. Nous voulons d'habitude que nos spécialistes dans les sciences, humaines comme naturelles, arrivent à leur conclusion en conséquence de motivations purement cognitives. Si nous soupçonnons qu'un chercheur n'ait pas décidé sur sa conclusion parce qu'elle était indiquée par le témoignage ou par les arguments, mais pour gagner de l'argent d'une société pharmaceutique ou pour complaire à ses collègues influents, nous ne l'acceptons pas. Or, tandis que l'histoire des sciences naturelles ou de la philosophie ou de la logique traditionnelle cherche les motivations cognitives des scientifiques et des penseurs et des logiciens, l'histoire sociale d'une discipline cherche aussi
les motivations non cognitives. Ne risque-t-on de compromettre la valeur même de l'activité intellectuelle que l'on recherche? Il y a un débat fascinant autour de cette question où les interventions de Martin Kusch et son idée d'un Sociology of Scientific Knowledge sont particulièrement remarquables. Mais, et alors, je simplifiais beaucoup, même grossièrement, mais pour être bref, nous ne sommes pas obligés d'entrer dans ces détails, parce qu'il y a une différence frappante entre la logique et toutes les autres sciences humaines et naturelles, exception faite des mathématiques. La logique n'essaie pas de parvenir aux vérités qui concernent le monde, est un système clos et certain. La vérité des résultats dans un système donné de logique est claire. On a totalement remplacé la science naturelle des Grecs, mais la validité de la syllogistique apodictique d'Aristote reste incontestable. Et on continue de l'utiliser, quoique l'on la codifie d'une façon nouvelle. De plus, on pourrait dire que les erreurs dans sa syllogistique modale étaient telles qu'Aristote lui-même aurait dû reconnaître. Il est ainsi évident que dans le domaine de la logique, l'histoire sociale ne peut pas compromettre la fiabilité des raisonnements. Les explications non cognitives qu'elle propose ne visent pas à éclaircir pourquoi Aristote a conclu que des deux prémices d'un syllogisme en Barbara, la conclusion s'ensuit. Elles essaient plutôt d'expliquer, par exemple, et pour retourner au Moyen-Âge, pourquoi, étant donné qu'il y avait des traductions par Boès de tout l'organon, sauf les deuxièmes analytiques, on se contentait pendant plus de 3 siècles avec 2 traités d'Aristote, l'Isagogé et les manuels de Boès. Et il a fallu attendre jusqu'au XIIe siècle pour la Logica Nova. Il ne suffit pas de dire que l'on n'a pas découvert les manuscrits. Là, mais les manuscrits étaient là, bien trouvables, dans les bibliothèques. On découvert ce qu'on veut trouver. Je conclus maintenant avec cette 6e piste qui sert comme test pour les attitudes. Si vous trouvez une telle question superflue, vous choisirez d'éviter l'approche sociale à la logique que je viens d'esquisser. Si, comme moi, vous trouvez une telle question aussi fascinante que difficile, vous partagerez mon enthousiasme d'assister à la naissance de cette nouvelle discipline de l'histoire sociale de la logique. Merci bien.